Et si pour la première fois depuis tant d'années, la peur changeait enfin de camp? Imaginez ce matin-là à Bamako, où un vent de rupture, presque palpable dans chaque rue, a balayé l'Afrique. Ce n'était pas seulement un souffle d'espoir, mais le signal d'une transformation profonde. Dans la capitale malienne, l'Alliance des États du Sahel a fait voler en éclats les vieilles habitudes. L'époque des hésitations, des compromis et de la résignation est bel et bien révolue. Désormais, seule l'action collective, concertée et déterminée, compte. Dans la grande salle, sous l'œil attentif du continent et du monde entier, un moment fort s'est imposé. La passation de pouvoir solennelle entre le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Cette scène, immortalisée par les caméras et les objectifs de la presse internationale, a marqué les esprits. Ce geste, hautement symbolique, annonce la prise en main du destin de l'AES par une nouvelle génération. Une génération décomplexée, prête à bousculer l'ordre établi comme l'avaient fait les pères fondateurs des indépendances dans les années 60. C'est un clin d'œil à l'histoire, mais avec, cette fois, la volonté de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais c'est la déclaration fracassante qui a véritablement électrisé l'Assemblée. L'AES ne veut plus être l'objet de l'histoire, elle veut en devenir l'auteur, a lancé le nouveau président confédéral, d'une voix ferme. Ces mots sont lourds de sens, rappelant les luttes de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah ou de Thomas Sankara, qui réveillent déjà d'une Afrique maîtresse de son destin. Fini les tutelles étrangères, fini les négociations humiliantes, terminées les promesses non tenues, place à la souveraineté pleine, sans concession, sans ambiguïté. Le plan révélé impressionne par sa radicalité et sa clarté. Parmi les priorités, on trouve l'autosuffisance alimentaire et énergétique, deux piliers essentiels pour briser les chaînes de la dépendance. On se souvient du blocus alimentaire imposé à Cuba dans les années 60, qui a forcé l'île à inventer ses propres solutions agricoles. L'AES ne veut plus jamais être vulnérable à ce genre de pression. Le contrôle total des ressources naturelles, uranium, or, pétrole, coton et tant d'autres, est affiché comme non négociable. La création dans les prochains mois d'une banque confédérale dédiée au développement africain rappelle la Banque africaine de développement rêvée jadis par les panafricanistes, mais avec un ancrage régional et des règles du jeu dictées par les Africains eux-mêmes. Surtout la constitution d'une force militaire unifiée, prête à défendre chaque centimètre de territoire contre toute menace, est un tournant. Jamais depuis la formation de la force panafricaine d'intervention en Somalie dans les années 2000, une telle ambition n'avait vu le jour au Sahel. Ces annonces sèment la panique dans les vieux réseaux d'influence qui, depuis des décennies, manipulent l'arrière-scène. On imagine sans peine les réunions d'urgence à Paris, à Washington ou à Bruxelles, où l'on s'interroge: comment contenir cette nouvelle audace africaine? C'est une véritable déclaration de guerre à la dépendance, à l'humiliation, à la soumission. Mais l'AES joue gros. Si elle échoue, ce sera l'effondrement, un retour à la pauvreté, à l'insécurité généralisée et à la perte de crédibilité. Mais si elle réussit, l'Afrique pourrait bien écrire la première page de sa renaissance et inspirer tout un continent à relever la tête. On se rappelle comment, en Asie, la coopération entre la Corée du Sud, Singapour et la Malaisie, dans les années 80, avait permis un bond économique autrefois jugé impossible. Cette bataille va bien au-delà du jeu politique. Elle engage la maîtrise des richesses, la dignité collective et l'espoir d'un développement enfin décidé par et pour les Africains. En ce jour, l'AES pose la question à l'Afrique entière. Sommes-nous prêts à risquer notre liberté, ensemble? Sommes-nous prêts à dépasser les clivages ethniques, religieux, linguistiques pour un objectif supérieur, celui de la souveraineté réelle? Mais derrière la solennité et les annonces, des doutes subsistent. L'unité affichée résistera-t-elle aux pressions et aux défis internes? L'histoire africaine regorge de coalitions brisées par les ambitions personnelles ou les ingérences externes. Les regards se tournent vers les coulisses, où se préparent déjà les premières épreuves de cette nouvelle ère. Les rumeurs de désaccord sur la répartition des postes, sur la gestion de la monnaie ou sur les stratégies militaires alimentent la méfiance. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour saisir la portée du sommet de Bamako, il faut revenir à la genèse de l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition n'est pas née d'une simple ambition politique, mais d'une urgence brûlante, la survie même de nations menacées par la vague incontrôlable du terrorisme et le chaos régional. Il s'agit d'une réaction à la faillite des anciennes alliances, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, incapable d'offrir une sécurité réelle à ses membres. Des attaques incessantes, des millions de déplacés, des zones entières abandonnées à l'insécurité.
Face au désastre, les chefs d'État sahéliens ont compris une vérité implacable. Tant qu'ils resteraient dépendants des aides étrangères, ils seraient à la merci des intérêts des autres. Cette prise de conscience a été douloureuse, forgée par des années d'ingérence et de promesses non tenues, notamment de la France qui, sous couvert de partenariat, servait d'abord ses propres priorités. Les populations n'ont pas oublié le scandale du franc CFA, symbole d'une dépendance monétaire persistante. Dans ce contexte, l'AES s'est doté d'une feuille de route inédite et ambitieuse. 3 axes structurent la vision: l'autosuffisance, la souveraineté totale sur les ressources et une défense commune. Dès la première année, l'Alliance marque des points décisifs: une coordination militaire sans précédent, de nouveaux réseaux diplomatiques, des projets de développement hors des circuits occidentaux. Chaque avancée fait naître un espoir, mais révèle aussi l'ampleur des défis. Ainsi, la construction d'un barrage hydroélectrique commun, inspiré de l'exemple éthiopien du grand barrage de la Renaissance, montre la volonté d'indépendance énergétique. Car derrière chaque victoire se cachent des menaces réelles. Militairement, l'AES affiche sa résilience, mais ses moyens restent dérisoires face à la force des groupes armés et à la complexité du terrain. Sur le plan diplomatique, l'Alliance affronte l'hostilité de partenaires historiques, et le développement, lui, souffre encore de l'isolement et des sanctions, freinant les ambitions à chaque étape. On se souvient du blocus économique imposé au Zimbabwe après la réforme agraire, qui a durablement affecté le pays. L'AES sait qu'elle devra éviter cet écueil. Comprendre ses racines, c'est mesurer l'ampleur de l'enjeu. À ce niveau de tension, la moindre erreur ou division pourrait tout faire basculer, effaçant les acquis et replongeant la région dans un chaos sans retour. La détermination des peuples et de leurs dirigeants est immense, mais elle sera testée jusqu'à la limite. Ici, il s'agit de gagner ou de perdre le contrôle des ressources, la sécurité collective et la dignité d'un continent qui refuse la soumission. Pourtant, malgré la volonté affichée et les premiers succès, de nombreux obstacles subsistent. Où sont les fractures qui pourraient les précipiter, l'échec ou la victoire finale? Les rivalités historiques entre certaines ethnies, les tensions sur le partage des recettes minières ou encore les influences étrangères sont autant de bombes à retardement. Derrière la façade d'unité, certaines failles menacent déjà l'édifice. La suite révèle comment ces tensions internes et externes risquent d'exploser au grand jour. Par exemple, le débat sur la langue officielle de l'AES, français-arabe ou langue nationale, suscite de vifs échanges. De même, la question du siège de la Banque confédérale, réclamée à la fois par Bamako, Ouagadougou et Niamey, cristallise les rivalités. La souveraineté ne se proclame pas, elle se conquiert. À Bamako, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel l'ont martelé. Il n'y aura plus de compromis face aux menaces extérieures. L'AES a tracé une ligne rouge déterminée à rompre avec des décennies d'ingérence et de dépendance. C'est un écho aux luttes de l'Inde pour son indépendance, où des décennies d'efforts et de sacrifices ont fini par payer. La déclaration ferme contre les actes de subversion et de terrorisme a résonné comme un ultimatum. Désormais, chaque tentative de déstabilisation, chaque ingérence étrangère sera dénoncée à haute voix. Il n'est plus question de silence. Il faut unir les peuples du Sahel face à l'adversité, briser l'isolement et affirmer la cohésion régionale. Les leaders se sont inspirés du modèle de l'Union européenne qui a su, malgré ses différences, imposer une solidarité face aux crises. L'affaire Orano en est l'illustration la plus éclatante. Derrière le vernis des procédures internationales se joue une lutte acharnée pour l'uranium nigérien. Les gouvernements du Sahel s'interrogent. La justice est-elle devenue l'instrument des anciennes puissances contre-coloniales ? À leurs yeux, tout indique une manœuvre pour confisquer des ressources sous prétexte de légalité. Orano n'est qu'un pion d'un système plus vaste qui prive le Sahel de ses richesses. Pour l'AES, la réponse doit venir du terrain. La mobilisation populaire devient un rempart vital. L'unité affichée à Bamako ne survivra que si elle s'enracine chez les jeunes, les femmes et toutes les communautés du Sahel. Face au triptyque infernal, terrorisme, pillage économique, isolement diplomatique, seule une résistance collective peut sauver le projet confédéral. Les dirigeants le savent, leur légitimité dépend du soutien indéfectible des populations. Les exemples de la Tunisie en 2011 ou du Ghana en 1957 montrent que rien ne remplace la force d'un peuple uni. Mais tenir tête exige plus que des slogans. La création d'une force militaire commune et d'une banque confédérale s'annonce comme une entreprise titanesque. Comment fédérer des armées aux traditions différentes? Avec quels fonds, quels équipements et selon quel calendrier?
La réussite implique discipline, transparence et la fin des divisions internes. Le moindre faux pas offrirait à leurs adversaires le prétexte rêvé pour torpiller l'initiative. Pour y parvenir, un plan de formation conjoint est lancé, à l'image de l'école de guerre de Saint-Cyr, mais adapté aux réalités sahéliennes. Vient alors le dilemme des organisations dites inutiles. Faut-il continuer à siéger dans des instances incapables de défendre les intérêts du Sahel, ou choisir la rupture, quitte à s'isoler davantage? Le débat fait rage. Quitter certaines structures régionales ou internationales, ou tenter de les transformer de l'intérieur. Dans tous les cas, l'objectif est limpide: réorienter toutes les énergies vers la souveraineté économique, la sécurité et l'indépendance institutionnelle en assumant la rupture avec le passé. L'histoire rappelle que le Brexit au Royaume-Uni a été un pari risqué, mais fondé sur la volonté de reprendre le contrôle de la politique nationale. Le pari reste risqué. Une transition mal gérée ou une désunion interne pourrait précipiter le chaos. Ce serait la porte ouverte à une nouvelle vague de violence, à la reprise de contrôle des ressources par des puissances étrangères et à la perte définitive de la souveraineté si chèrement revendiquée. Le spectre de l'échec hante le sommet, mais la possibilité d'une renaissance existe aussi. La victoire exigera des efforts inédits, des choix radicaux et une vigilance de chaque instant. On se rappelle ici la détermination des Vietnamiens pendant la guerre d'indépendance contre toute attente. Pourtant, dans l'ombre de cette détermination affichée, des fissures apparaissent déjà. Certains alliés doutent, d'autres hésitent à prendre les risques du grand saut. Les élites urbaines, parfois coupées des réalités rurales, rechignent à partager le pouvoir. Les partenaires extérieurs multiplient les offres d'aide conditionnelle, cherchant à diviser pour mieux régner. Et si le pari de l'Alliance des États du Sahel bouleversait tout l'équilibre régional? Imaginons. Bamako, Ouagadougou et Niamey unissent leurs forces pour inventer un modèle africain inédit. Chaque décision vers l'autonomie pourrait redessiner la carte du continent. D'autres pays, comme la Guinée ou le Tchad, observent avec attention, prêts à imiter ou à s'opposer, selon l'évolution. Première grande étape, la création de la Banque confédérale. Gérée depuis le cœur du Sahel, cette institution promet aux États membres une totale souveraineté sur leurs flux de financiers. Prêts, investissements, gestion des recettes, tout se décide désormais localement. Cette rupture marque la fin de la dépendance envers les institutions extérieures, mais suppose d'affronter d'immenses défis techniques et diplomatiques. Pour garantir la stabilité, un fonds de réserve commun est envisagé, inspiré du modèle de la Banque centrale européenne, mais avec des critères adaptés aux réalités africaines. En parallèle, la libre circulation devient réalité. Passeports et cartes biométriques de l'AES, valables de Bamako à Niamey, symbolisent une identité commune. Pour la première fois, les frontières internes pourraient s'effacer, ouvrant la voie à des marchés intégrés et à une solidarité quotidienne. Les commerçants, les étudiants, les familles pourront voyager, travailler, étudier et investir librement, à l'image de l'espace Schengen en Europe. La sécurité, longtemps point faible du Sahel, fait l'objet d'une réponse radicale, une force militaire unifiée. Soldats du Niger, du Mali et du Burkina Faso patrouillent ensemble sous un même commandement pour sécuriser les frontières, combattre le terrorisme et protéger les populations. Cette alliance rassure, mais inquiète les voisins et les partenaires traditionnels qui redoutent l'émergence d'une puissance militaire autonome. Les anciens commandants des mouvements rebelles sont intégrés dans un processus de réconciliation pour éviter les risques de dissidence. Sur le plan économique, l'AES mise sur l'autosuffisance alimentaire. De vastes projets agricoles voient le jour, appuyés par des initiatives industrielles et technologiques. Transformer sur place les ressources, créer de l'emploi, investir dans la formation et l'innovation. L'objectif est de prouver qu'un développement endogène est possible. À titre d'exemple, un programme pilote de riziculture permet de réduire de moitié les importations en 3 ans, inspirant d'autres pays à revoir leur modèle agricole. Mais ce choix audacieux comporte des risques. Refuser les règles imposées par les anciennes puissances, c'est risquer l'isolement diplomatique, la raréfaction de l'aide ou des mesures de rétorsion économique. Pourtant, ce pari pourrait ouvrir la voie à un nouvel élan panafricain. D'autres pays, inspirés par l'AES, pourraient rejoindre le mouvement vers la souveraineté. Le Nigeria, le Ghana ou la Côte d'Ivoire pourraient en être tentés de suivre cette voie si le modèle tient ses promesses. Le destin de l'AES se joue ici. Si le projet réussit, le Sahel prouvera que l'indépendance stratégique n'est pas une utopie. L'Afrique tiendra un modèle nouveau, affranchi du néocolonialisme. Mais si l'expérience échoue,
L'isolement et la stagnation menacent, avec un coût immense pour la dignité et l'avenir de la région. Les populations, dans ce cas, pourraient perdre confiance dans la possibilité d'un changement autonome. Mais au-delà des institutions, que retiendront les citoyens? Comment faire en sorte que cette révolution améliore vraiment le quotidien de chacun? L'histoire enseigne que les grandes transformations ne sont durables que si elles se traduisent par une élévation du niveau de vie, un accès accru à l'éducation, à la santé et à la justice pour tous. Il reste à savoir si ce modèle pourra tenir ses promesses, une fois confronté aux réalités du terrain. L'espoir et la vigilance s'imposent, alors que la région s'engage sur une route inédite. Les premiers signes sont encourageants. Lancement de microcrédits pour les agriculteurs, construction de centres de santé communautaires, ouverture de centres d'innovation pour la jeunesse. L'émancipation ne concerne pas seulement les chefs d'État. Et si c'était aussi votre histoire? Car derrière la rupture initiée à Bamako, un appel résonne. Chaque voix pèse, chaque décision compte. L'histoire ne se limite pas aux coulisses du pouvoir. Elle s'écrit dans la rue, à la maison, sur les réseaux, au cœur de chacun. Les révolutions en Tunisie ou au Burkina Faso ont prouvé la force du peuple. Le moteur, c'est la mobilisation citoyenne. Face aux défis, l'unité et la solidarité des peuples donnent leur force aux choix politiques, que ce soit par des manifestations pacifiques, des campagnes d'information ou des discussions avec vos proches, chaque geste construit la souveraineté. Un exemple, la création de coopératives agricoles dans le sud du Mali, gérées par les femmes, qui ont permis d'assurer la sécurité alimentaire de milliers de familles. La jeunesse africaine, pilier du renouveau, détient un pouvoir immense. Elle façonne les mentalités, innove, ose bousculer l'ordre établi. À vous qui avez moins de 35 ans, votre énergie alimente l'Afrique nouvelle. Quant à la diaspora, elle porte la voix du continent à travers le monde, diffuse idées, savoirs et investissements. Restez en lien, organisez-vous, bâtissez des ponts entre les continents. Le succès du projet Africa Tech à Paris montre l'impact de la diaspora sur le développement technologique local. S'engager pour l'autosuffisance commence par de petits actes. Privilégiez les produits locaux, soutenez les coopératives, encouragez la transformation sur place des richesses. Dans chaque village, chaque ville, l'Afrique, en valorisant ses ressources et ses talents, façonne son avenir alimentaire et technologique. La multiplication des marchés de produits locaux à Niamey et à Bamako témoigne de ce changement de mentalité. L'éducation demeure l'arme la plus puissante. S'instruire, c'est résister à la domination. Formez-vous, formez vos proches, exigez des programmes adaptés aux réalités africaines, défendez les langues nationales et le patrimoine. Plus une population est instruite, moins elle se laisse manipuler. Un exemple concret, l'initiative d'écoles bilingues au Burkina Faso, qui améliore les résultats scolaires et renforce l'identité culturelle. Reprendre le contrôle du récit, c'est vital. Créons une voix médiatique panafricaine, indépendante et courageuse. Soutenez les médias locaux, partagez les contenus qui montrent une Afrique debout. Internet ouvre un nouveau champ de bataille. Chaque abonné, chaque partage, chaque commentaire compte dans la reconquête de notre image. La montée en puissance de chaînes panafricaines comme Africable ou Africa 24 montre la volonté de sortir du prisme occidental. La révolution ne se résume pas à de grands projets. Elle se construit aussi dans la cohésion du quotidien. Entraide entre voisins, solidarité face aux crises, résilience lors des épreuves. La force collective naît des gestes simples et répétés. Une expérience menée au Niger où des collectifs d'entraide ont permis de limiter les effets d'une sécheresse place-Lar. Ces Corselia Stichastan prouve que l'esprit communautaire est un atout inestimable. Ignorer cette dynamique, c'est laisser d'autres décider pour l'Afrique encore pour des générations. C'est renoncer à la maîtrise des ressources, à la dignité et à l'espoir d'un continent debout. L'histoire des Amérindiens d'Amérique du Nord, privés de leur souveraineté, doit servir d'avertissement. Alors, jusqu'où irez-vous pour écrire cette nouvelle ère? Serez-vous spectateur ou acteur du changement? La réponse appartient à chacun de nous. À Bamako, les décisions prises ne sont qu'un début. Tout dépend maintenant de la capacité à transformer l'élan populaire en réalité concrète. L'histoire attend ses bâtisseurs. Il ne suffit pas d'applaudir, il faut agir, s'engager, transmettre le flambeau aux générations suivantes. La souveraineté africaine commence ici, maintenant, à Bamako. C'est dans les choix quotidiens, dans l'éducation des enfants, dans la défense des langues et des cultures que se construit la liberté réelle. Ce sommet n'est pas un simple chapitre clos, c'est le point de départ d'un récit inédit, forgé par les Africains, pour les Africains. L'Alliance des États du Sahel trace aujourd'hui un sillon nouveau, fondé sur la confiance, la maîtrise de ses ressources et la protection mutuelle.
Il s'agit d'un acte fondateur, comparable à la signature de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Jamais un désir d'autonomie n'a résonné aussi fort sur le continent. À présent, le choix est limpide, rester dépendant ou s'affranchir pour décider de son avenir. Refuser d'agir, c'est accepter que d'autres empochent demain le fruit de nos terres, la clé de notre sécurité et la valeur de nos richesses. L'enjeu est gigantesque, rater cette chance, c'est laisser filer un espoir unique de transformer la trajectoire de l'Afrique. C'est comme rater le coche de la révolution numérique au début des années 2000. Mais une révolution ne se mesure pas à ses discours, mais à ses actes. La création d'une banque confédérale pour sécuriser l'avenir économique, une force militaire unifiée pour garantir la paix, et l'engagement à valoriser chaque gramme d'uranium et chaque hectare fertile. Voilà les preuves que l'AES ne s'arrêtera plus aux promesses. L'exemple du Botswana, qui a su transformer ses ressources diamantifères en moteur de développement, montre que c'est possible. Pourtant, la réussite ne dépend pas seulement des chefs d'État. Elle exige la mobilisation de chacun. Entrepreneurs, agriculteurs, étudiants, citoyens. Chacun peut ancrer la souveraineté dans la vie quotidienne. Soutenir l'économie locale, miser sur l'éducation, faire vivre la solidarité. C'est ainsi que l'Afrique nouvelle prendra forme. Un projet pilote à Ouagadougou, où des jeunes montent une start-up agricole financée par la diaspora, illustre cette dynamique. Aujourd'hui, le monde entier observe. Les sceptiques scrutent chaque pas, prêts à douter de la capacité de l'Afrique à aller jusqu'au bout. Et si, au lieu de céder à la peur, nous décidions d'écrire la suite nous-mêmes? Et si l'histoire de l'autosuffisance commençait aujourd'hui par nos choix? Prenons exemple sur les pays nordiques qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont bâti leur prospérité sur la confiance mutuelle et l'innovation locale. À chacun d'agir. Refuser la résignation, défendre les initiatives locales, oser le changement et placer l'intérêt collectif au premier plan. Ce n'est pas un simple appel, c'est un impératif. Le futur du continent ne se décide pas ailleurs. Il se joue ici, maintenant, dans notre engagement et notre courage. La souveraineté n'est pas un instant figé, mais un chemin à bâtir, chaque jour. Saurons-nous saisir ce moment? Ou laisserons-nous l'histoire s'écrire sans nous? Le choix appartient à chacun. C'est la somme des petits gestes quotidiens, des engagements personnels, qui fera de cette révolution une réalité durable. L'avenir du Sahel, l'avenir de l'Afrique commence aujourd'hui. Serez-vous de ceux qui bâtissent ou de ceux qui regardent